Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous, merci d'Artigol, Olivier d'Artigol, la 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 la. Comment allez-vous? Très bien. Je le sens, hein? Je sais Non, pas. très bien. Ah, il a l'air bien. Pas de mauvaise interprétation, Très je bien. suis très bien. Très bien. Il aime bien quand vous chantez son nom. Oui, c'est vrai, il aime bien. Il aime bien. J'espère que dans la rue, les gens chanteront votre nom comme cela. Oui. Tiens, Fabien Lecoeuvre, comment il va celui-ci? Je suis en pleine forme. C'est vrai? On dirait pas. Non, Si, je si, rigole. vous allez voir. Vous allez voir, Ah, non, j'ai des non, nouvelles de la- vous avez toujours l'air en pleine forme. Vous, c'est fou. Toujours. Mais Ouais. pourquoi? C'est quoi? Parce que je prends de la poudre le matin, mais truc très, non, mais très bien. Chocopop. Non, même pas. Oui, pas loin. Nesquik. Non, pas loin. Et C'est quoi? c'est pour reconstituer Les les vitamines. cartilages, Ah ouais, tout ça. c'est quoi? C'est du Nesquik. Non, c'est des trucs marins là. Truc marin? Ah, Ouais. Du cousteau, Non, pas cousteau. Non. C'est quoi? Je sais pas ce qu'il prend. Je sais pas ce qu'il prend. C'est dans des boîtes. En tout cas, prenez quelque chose pour la mémoire avant. C'est rare de le voir avec un petit juste au corps Ouais, comme il est ça. très beau comme ça. Ah ouais. Très beau. Je me suis Ah, habillé comme Benaïm ce matin, on s'est appelé. comme Valérie Benaïm, s'il Oui, vous plaît. Merci. Il n'y a que Valérie Cyril que Benaïm. j'autorise à appeler par mon nom. Mauvais climat. Valérie Benaïm est avec nous, s'il vous plaît. Applaudissements pour elle. Merci. J'aimerais qu'on applaudisse. Merci. Je suis très heureuse d'être avec vous Ça tous. sent quand même qu'on est que Et 4 enfin, Gauthier, Lebray. Donnez-moi un L, donnez-moi un E, donnez-moi un Bray, donnez-moi le Bray. Ouais. Comment allez-vous? Très bien. Dès que je vous vois, le monde s'illumine. C'est vrai? Ouais. Eh ben, vous êtes la seule personne qui dit ça. Merci quand même, ça me fait bien plaisir. Il est 16h05 sur Europe 1, programme chargé aujourd'hui dans On marche sur la tête. On peut demander aux Rodon Veneziano d'aller jouer un petit peu plus loin, s'il vous plaît. S'ils peuvent aller en face, là il y a une cordonnerie, ça leur fera plaisir. Merci. Est-ce que je peux me permettre de vous interroger sur une petite habitude que vous avez donc maintenant depuis 2 jours? c'est vrai. Vous faites l'émission Lunettes de soleil. Bah, je vais vous Vous dire, êtes je un me sens mannequin, mieux. mannequin optique. Il je attend ne sais- l'été. Pas du tout. Vous savez quoi? Parce que je me sens dans ma bulle. Je me sens avec les auditeurs, je me sens dans ma bulle. Forme de concentration Exactement. en fait. Ouais, D'accord, ouais, très bien. ouais. Je suis vraiment, j'ai besoin d'être D'accord. dans une bulle avec les auditeurs d'Europe 1. Créer un lien avec eux. Exactement. Et D'accord. merci si vous pouviez me laisser dans ma bulle. Merci Benaïm. Voilà. Ouais. Vous avez vu ce sondage? 85% des Français sont favorables à la prison ferme pour ceux qui menacent de mort les enseignants ou les chefs d'établissement. Qui est d'accord avec ça? Mais non. Appelez-nous, tiens, 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Pour moi, je suis pas d'accord, je suis plus que d'accord. Et alors, ce qui est intéressant, suis c'est que c'est plus que transpartisan, d'accord. Cyril. Bien sûr. C'est-à-dire que les électeurs de droite, comme les électeurs de gauche, ils sont favorables Oui. à une large majorité, 93% pour les électeurs de droite et 73% pour les électeurs de gauche. Et alors, moi, je voulais savoir qui étaient les 15% qui ont répondu non. En fait, je sais, c'est les juges qui ont mis une amende à cet homme, à cet individu de moins de 30 ans qui a menacé le proviseur de le brûler vif, le proviseur du lycée Maurice Ravel. Ce chien, comme un chien, Ouais. ouais. Donc voilà pourquoi on a ce sondage aujourd'hui, Europe 1, CNews, le JDD. C'est évidemment du bon sens. Comment ne pas faire autrement quand vous avez quelqu'un qui s'en prend à un proviseur qui est déjà menacé par les islamistes de manière très importante sur les réseaux sociaux, quand on est le pays de Samuel Paty. Vous vous rendez compte quand même que la même semaine, on a le procès de Samuel Paty qui s'ouvre, de l'assassinat de Samuel Paty, et on a ce délinquant, parce que c'en est un, qui menace le proviseur du lycée Maurice Ravel et qui se prend simplement une amende de 600 € et 5 jours de stage de citoyenneté. Non, mais c'est n'importe quoi. Appelez-nous, tiens, 01 80 20 39 21. Est-ce que vous êtes favorable, comme les 85% des Français, à la prison ferme pour ceux qui menacent de mort les enseignants ou les chefs d'établissement? Olivier d'Artigol, tiens, vous faites partie de quelle branche, vous? Favorable. Favorable, Je suis d'accord. un ancien Bravo. enseignant, nous sommes le Ah, pays tiens, de vous enseignez quoi, vous? l'histoire, géographie. Non, c'est pas vrai. Pendant Je suis un 15 ans. monstre. Je suis un monstre en histoire. Et Bien sûr. En Un géographie, collab. je suis un monstre. Demandez-moi C'est vrai n'importe quelle capitale. Je suis un monstre. Et on est... Demandez-moi n'importe quelle capitale. je suis Très un bien, monstre. alors allons-y. mais Australie. Australie, les mecs, vous rigolez ou Oui, quoi? bah, je commence doucement. Milano. C'est bon, rideau. on Je arrête suis là. un monstre, les Pour mecs. vous et tout, répondre, quoi. Je suis un monstre. pour vous répondre, nous sommes le pays de, en effet, Samuel Paty et Dominique Bernard. Oui. Oui. Et il y a maintenant l'idée que sur ce genre d'actualité, il peut y avoir Il y a le cœur qui vient de péter. des prisons. Qui vient de péter le siège. Des Attendez, prisons. attendez. Priorité oui, directe, oui. priorité directe. Non, 2 minutes. Il y a un événement. Les mecs, stop, il y a un événement. Il y a Fabien Lecoeuvre qui a cassé le siège. Ça va, Fabien? Ouais. On a failli vous perdre. Hein. Non, nous. Mais Ne c'est pouvez dingue. pas Vous êtes sur la debout là? table, Vous êtes s'il te debout? Il nous met tout sur la table. Merci. Merci Fabien. Allez. Non, mais les mecs, s'il vous plaît, on se calme un peu. Mais Fabien, c'est vrai que j'ai pas compris. Vous avez pété le siège. Bah, je sais pas, j'ai une force. Non, c'est le collagène que je prends tous les matins. Ah, d'accord. Ah, c'est Collagène ça. marrant. Merci. En fait, vous faites l'émission en décalage horaire. Ouais. Merci.
Allez, merci. Non, mais c'est vrai, donc vous êtes favorable, si on Oui, peut, d'Artigol. notamment des peines de prison, elles peuvent même être courtes mais exécutées, afin de montrer que les choses ne peuvent plus se passer comme avant, puisqu'à l'origine de l'affaire Samuel Paty, il y a des propos sur Internet. Tout à fait. Non, c'est sûr, ça c'est sûr. Normalement, depuis l'affaire Samuel Paty, oui. ça doit être automatique. Exactement. Quelqu'un qui insulte ou bien qui menace de mort un enseignant, enfin ceux qui menacent de mort les enseignants ou les chefs d'établissement, pour moi c'est prison ferme directe. Oui. On va attendre quoi? Il y a déjà eu combien de drames? Il y a déjà eu beaucoup trop des drames avec des enseignants ou des chefs d'établissement. Donc stop, on arrête, terminé. Dès qu'il y a ça, c'est terminé, Faut que prison le ferme. signal Et vous allez voir que ça va calmer les autres. Parce que là, si on reste encore laxiste et mou, je peux vous dire que ça va continuer. Ils vont dire ça va. Hein. C'est 60 € par mois pendant 10 mois de menacer un prof. Bien sûr, on le sait maintenant. bien sûr. C'est 600 €. Voilà. Donc, Alors, si tu travailles, en fait. Si tu travailles, t'as le droit. Oui, parce qu'il est inséré et parce qu'il a un job. Alors on va suivre, mais appel du parquet, on va suivre ça de près. En espérant que. Bien sûr qu'on va suivre ça de près. Excusez-moi, Fabien Lecoeuvre, vous faites partie des 85% des Français qui sont favorables à la prison ferme. Évidemment. C'est bien. un an ferme tout de suite. Bien sûr. Sur un professeur, sur un policier, Alors, toute sorte parce qu'un d'autorité. enferme, Mais c'est ça, je suis assez d'accord. Quand vous avez un enferme, vous n'avez pas en prison, c'est aménageable, donc Oui. vous êtes. Mais il faut changer avec un bracelet chez vous. l'aménagement qu'avait mis cette précédente ministre de la Justice. C'était qui? C'était- Marie-Georges? Non, même pas. Taubira. Taubira, Taubira, c'est Taubira qui avait Ah ouais, mis. Taubira. C'est Vous avez qui avait supprimé mis- les peines planchées. Oh là Les peines là En planchées. fait, là. il faut des peines planchées. Oh, Et quand Taubira. vous en prenez un policier, Oh là 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 là. un militaire, Ouais. un prof, il faut une peine planchée. Comme ça, c'est ouais. une peine automatique. On dit c'est 3 ans. Un Allez, maire, un élu. un maire, absolument, tu as raison. Bien sûr. Ouais, c'était Christiane Taubira. Vous avez vu, Moins de 3 ans, Ouais, moins de c'est- 3 ans, on fait pas la peine. Ouais, je me rappelle souvent. Je Problème. me rappelle toujours des Y a pas de mauvais place. souvenirs. Allez, on en parle dans un instant avec les auditeurs sur Europe 1. Alors, je vous explique un petit peu le programme. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez, bien entendu. On parle de ce sondage là rapidement. 85% des Français sont favorables à la prison ferme pour ceux qui menacent de mort les enseignants ou les chefs d'établissement. On en parle tout de suite. Ensuite, on vous donnera les premiers chiffres de Bruno Retailleau sur l'immigration. Les premiers bons chiffres. Exactement, les premiers bons chiffres. Et en plus, on le sait, je travaille. Document. Et je me suis procuré un document exclusif. Voilà. C'est fou ça. Que vous allez nous délivrer dans un instant et que vous allez Exactement. expliciter aux auditeurs d'Europe 1. Avec plaisir. Exactement. Et c'est quoi ce Alors document pour vous teaser, c'est un document donc qui date de ce jour, qu'on va vous révéler en exclusivité. C'est les ordres de Bruno Retailleau au préfet pour continuer à avoir des bons chiffres en matière Et vous migratoire. allez voir, c'est incroyable. Hein. On voit que ça rigole pas. Hein. Il met la pression sur les préfets ouais. très clairement. Ah, bien sûr. On va en parler dans un instant. 01 80 20 39 21. Et puis, on va parler bien entendu de ce ce dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est le procès de Pierre Palmade. Ah, bien sûr. Qui démarre aujourd'hui. On va en parler et dites-nous ce que vous en pensez, vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui pensent que Pierre Palmade va prendre de la prison ferme. On va en parler dans un instant. Est-ce que 14 ans? Exactement. Il risque 14 ans. Oui, 14 ans. C'est incroyable. On va en parler dans un instant. Et c'est vrai que, voilà, moi je vous le dis, de ce que je sais, Pierre Palmade n'a pas du tout eu un régime de faveur. Hein. Ah non. Croyez-moi. Hein. Non. Je vous le dis, ça se serait passé exactement pareil avec n'importe quelle autre personne. Hein. Et il ira peut-être en prison comme On n'importe quel va en autre. parler et vous allez nous donner votre avis sur cette affaire. On va vous rappeler, bien entendu, cette affaire dans un instant et on vous attend vraiment. Vous êtes très nombreux à vouloir réagir là-dessus. 01 80 20 39 21. Pour le moment, Gauthier Lebré, on parle donc de ce sondage. Hein, 85% des Français sont favorables à la prison ferme pour ceux qui menacent de mort les enseignants ou les chefs d'établissement. Oui. Absolument. Donc c'est un sondage qui fait suite à cette décision de justice qui est tombée en début de semaine sur l'auteur de menaces contre le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. On va se rappeler rapidement ce qui s'est passé pour ce proviseur. Il a empêché l'accès à son établissement scolaire à une jeune femme voilée, faisant tout simplement respecter la loi. S'en est suivi sur les réseaux sociaux un lynchage auquel a participé donc cet individu qui a été jugé avec une fake news disant qu'il avait violenté cet élève voilé, ce qui s'est révélé complètement faux. Fake news alimentée par la députée de la circonscription, Exactement. députée LFI, la France Insoumise, Danielle Simonet. Et donc au milieu de cette haine en ligne contre ce proviseur, on trouve cet individu de moins de 30 ans qui a été condamné donc à une amende de 600 € et à un stage de citoyenneté de 5 jours. Et son message à lui, c'était « Il faut brûler ce chien ». Donc c'est très clairement un message... Bien sûr, on en a parlé hier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce sondage qui est sorti, un sondage Europe 1, 85% des Français sont favorables à la prison ferme pour ceux qui menacent de mort les enseignants ou les chefs d'établissement. On a avec nous Justine sur Europe 1, Justine des Ardennes, qui nous appelle souvent. Justine, c'est toujours un bonheur de la voir. Bonjour Justine, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Bonjour, merci à vous. Comment allez-vous? Très bien, nous on est content d'être là et puis on a envie d'avoir votre avis. Est-ce que vous faites partie des 85% des Français qui sont favorables à la prison ferme? Ah bah oui, totalement. Bien sûr, oui. Ben, moi, je trouve que là, la peine qui a été prononcée, en fait, c'est juste un appel au meurtre, en fait, parce que avec tout ce qui s'est passé, on a quand même des professeurs maintenant qui témoignent à visage couvert, qui ne disent même plus leur vraie identité pour expliquer ce qui se passe dans leurs établissements. Et là, on a une justice qui va dire, écoute, ça sera 60 € par mois, et puis tu vas aller faire un petit stage de citoyenneté, voir si ça peut te calmer. Et puis ce directeur d'établissement, il a perdu quand même beaucoup, quoi. Il exerce plus, en plus, je crois. Non mais je vais vous dire, le problème qu'il y a, Justine, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, ceux qui doivent quitter l'établissement, quand il y a des élèves harcelés, quand il y a des élèves menacés, quand il y a des professeurs qui sont insultés, ce qui se passe, c'est pas les professeurs, c'est pas les harceleurs qui changent de collège ou qui déménagent. C'est les harcelés. C'est ça qui est grave. Et je vais vous dire ce que vous disent même les établissements. Ils vous disent souvent, oui, il vaut peut-être mieux qu'ils changent d'école, comme ça ira mieux, comme ça. Mais c'est incroyable. Je vous le dis, c'est toujours ceux qui sont dans le camp du bien, mine de rien, qui se font toujours avoir à la fin. C'est ça qui est incroyable. Mais tout à fait. C'est ce qu'on ressent en fait sur les différentes décisions qu'on peut voir. Vous savez, il y a souvent cette phrase qui est dite à des policiers quand des personnes se font arrêter. Il y a cette phrase, il y a plein de gens qui disent à chaque fois « Vous m'arrêtez moi, alors que je ne fais rien, et alors qu'il y a plein de malfrats qui courent les rues, et plein de trafiquants, et plein de malfaiteurs. » Et c'est vrai que cette phrase revient souvent. Alors, bien sûr, les policiers ils sont obligés de faire des contrôles parfois, et c'est vrai que ça tombe. Mais c'est vrai que c'est une phrase qui revient souvent. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en France, en fait, on est toujours du côté de ceux à qui il faut donner une deuxième ou une troisième chance. Mais tous ceux qui font tout bien, ils se font toujours avoir. Et c'est ça qui me rend fou, moi, Justine. Mais je suis pas sûre que cette politique, entre guillemets, que vous venez d'écrire va encore durer longtemps. J'espère. Parce que quand on voit la montée de la violence actuelle, quand on voit que les gens que vous venez de décrire, dont je fais partie, bossent du matin au soir, essayent de s'en sortir, essayent d'éduquer leurs enfants et voient tout ce qui se passe, je pense qu'à un moment donné, c'est des gens qui vont monter au créneau. On le voit déjà sur d'autres sujets d'actualité, mais qui vont défendre leurs droits, parce qu'en fait, on a deux mondes. On a vraiment une France qui est divisée en deux. On a la France des gens qui essayent d'avoir du respect, d'avoir d'une éducation, d'avoir des valeurs, et on a l'autre partie de la France qui est en plus aidée entre guillemets par une justice qui fait pas son boulot, et ça va être dramatique au final. Je ne sais pas si vous connaissez une personne qui travaille avec moi qui s'appelle Gilles Verdez. Travaille avec moi. Moi aussi, je le connais très bien. Je le vois tous les soirs. Il fait partie de la famille. Travaille à la télé. Je vous le dis, Justine. Hier, à la pub, je lui ai parlé parce que je lui ai dit, écoute, tu es vraiment aujourd'hui, tu représentes ce que les Français ne veulent plus. On ne peut plus aujourd'hui accorder de deuxième chance, de troisième chance, de quatrième chance, de cinquième chance. On n'en peut plus. Aujourd'hui, il y a une urgence au niveau de la sécurité des Français. Il y a une urgence au niveau de la vie quotidienne des Français. Et aujourd'hui, c'est une personne comme lui qui est très sympathique. Mais aujourd'hui, je lui dis la vérité. Je lui dis, je pense que tu fais mal. Des personnes comme toi font énormément de mal à la France. Et je le pense vraiment. Tout à fait d'accord. Je le pense vraiment parce qu'aujourd'hui, Justine, il y a une urgence. Moi, quand je vois des jeunes aujourd'hui qui peuvent plus sortir à Nantes le soir, et Nantes, Nantes, moi j'ai plein de copains qui jouent au paddle à Nantes. Moi. Ils me disent, écoute-moi, ils me disent à 20h, on est tous à la maison. On peut plus sortir avec notre copine le soir, on peut plus sortir avec des potes le soir, aller prendre un verre. Mais on parle de Nantes, c'est une grande ville, une ville où il ne se passait rien. Rennes, j'ai des potes, j'ai la chance, je vous dis, Justine, je vois énormément de monde parce que je fais des tournois de paddle un peu dans toute la France et les joueurs viennent de partout. Donc je parle beaucoup avec mes collègues, et ils me disent, Rennes pareil, ils ne peuvent plus sortir le soir. Non mais on vit dans quel monde? Rendez compte la vie qu'ils ont là, les jeunes actuellement, quand ils vont en boîte. Ils y vont la peur au ventre, Justine. Ils se disent, qu'est-ce qui va se passer? Ils se baladent avec leurs copines dans la rue. Ils se disent, qu'est-ce qui va se passer? Ils savent pas ce qui va se passer. Ils vont se faire insulter. Ils vont se faire... C'est insupportable. Aujourd'hui, c'est devenu insupportable. Et je ne peux plus supporter, moi, ce discours laxiste, comme je parlais de Gilles Verdez il y a un instant. Je ne peux plus parce que il y a une urgence. Alors, excusez-moi de vous prendre à partie, Justine. Non, il n'y a pas de si je vous embête. Mais c'est vrai que vous me dites que je vous embête, mais c'est vrai que ça me rend fou. Non, pas du tout. Ça me rend fou parce que j'aime tellement la France, j'aime tellement les Français qui sont des gens intelligents, qui sont tolérants. Ils sont d'ailleurs
ils sont d'une tolérance extrême. Qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas voir la France et je ne peux pas voir les Français dans un tel désarroi tous les jours. Aujourd'hui, il y a combien de Français qui me disent, Cyril, on n'en peut plus, on est malheureux. On est malheureux alors qu'on aime notre pays, alors qu'on aime les Français. Et c'est vrai que c'est insupportable d'entendre ce genre de discours. Voilà. Vous savez, après, si vous me dites si je prends trop de temps... Non, avec plaisir. J'ai un gamin de 12 ans, donc qui est collégien. Moi, mon gamin, on l'éduque avec les valeurs de la République, de l'éducation. On essaye vraiment de leur inculquer ces bases-là, ce respect-là. Mais quand je vois, il regarde les informations, Mais quand je vois que sa professeure d'histoire n'arrive pas à aborder des thèmes que nous on a appris étant enfant, quand je vois que mon gamin va voir que la personne qui a insulté ce directeur, la condamnation qu'il va avoir. Moi, il me pose beaucoup de questions, mon gamin. Donc je lui dis quoi? Je lui dis écoute, en fait, les bases qu'on te donne, il va falloir qu'on t'en donne des nouvelles un peu plus dures, un peu plus dans la norme, avec des énormes guillemets actuels, pour que toi tu puisses te défendre, parce qu'actuellement les bases qu'on te donne, ça paye pas en fait. Bien sûr. Tu vas être bien éduqué, mais ça va pas te protéger. Et c'est ça. Et c'est complètement, c'est le monde à l'envers, quoi. Mais je vais vous dire combien il y a d'enfants qui me disent mais regarde, lui il a fait une énorme bêtise et il a rien. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez leur dire après? Vous leur dites quoi après? C'est ça qui est grave. Aujourd'hui, moi je m'en rappelle, quand j'étais petit, mon père il me disait toujours oulala, calme-toi, il y a la police. Mais mec, aujourd'hui, les mecs, on va dire quoi? La police fait peur aux honnêtes gens, pas aux délinquants. Oui. Mais alors, c'est ça, totalement. Mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou aujourd'hui. Moi, quand je vois des gens, même, la façon qu'ils ont de parler à nos forces de l'ordre, aux gendarmes, aux policiers, mais c'est insupportable. Mais je vais vous dire, c'est insupportable. S'ils sont soutenus par la justice, de toute façon, on n'y arrivera jamais. Si on leur dit, s'ils ont juste un rappel à l'ordre, de toute façon, ils continueront. Il faut vraiment, il faut vraiment taper du poing sur la table. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Mais je vous dis, mais moi, alors je sais pas si je pense que beaucoup de Français qui nous écoutent sont dans le même mood que moi. Moi, je ne supporte plus en fait. Je n'en peux plus, Justine, de ces personnes qui insultent tout le monde, qui insultent la police, qui insultent la gendarmerie, à qui n'arrive rien. En fait, qui font, qui sèment le chaos partout et à qui n'arrive rien, qui peuvent continuer en toute impunité. Moi, quand on me dit que la police peut pas aller dans certains, ou la gendarmerie ne peut pas aller dans certaines zones en France, ça me rend fou. Je suis désolé. C'est qu'on a perdu le contrôle du pays. Excusez-moi. Hein. Mais non, mais tout à fait. Et puis on essaye. Moi, mon gamin à la base voulait être gendarme. Mais à l'heure actuelle, c'est plus un métier. Même professeur, ça ne donne plus envie. C'est des métiers qui effraient. Professeur à l'heure actuelle, c'est un métier qui effraie. Mais dans quel monde on vit en fait? C'est ça. On a peur pour sa vie si on devient professeur. On parle à visage couvert. Mais je me dis dans quel monde on vit? Et c'est plus possible, quoi. Alors qu'il y a quelques années, être professeur, c'était un honneur. Bien sûr. On arrivait à avoir le concours et... Être policier, être pompier, même les pompiers. Les pompiers, les pompiers, avant, tout le monde voulait être pompier dans la classe, je me rappelle. Tout le monde voulait être pompier. T'avais la moitié des gars qui voulaient être pompiers. Aujourd'hui, les pompiers, les pauvres personnes, quand tu vois des gens qui ne les respectent pas alors qu'ils sont là pour les aider, ça te rend fou. Tu te dis, ces gens n'ont rien compris. Ce sont des idiots, excusez-moi. Voilà, c'est insupportable. Excusez-moi, hein. Justine, merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Et je peux juste faire une toute petite aparté. Allez-y, Justine. Ce que vous dites là, en fait, après, je vous raconte un avis, mais je suis artisan, je vous l'avais dit, et c'est vrai qu'en ce moment, on vit des périodes très compliquées avec mon mari, et franchement, je voulais vous remercier, vous et toute votre équipe, parce que, je vais pas pleurer, parce qu'en fait, vous avez une qualité rare, qui fait que quand on allume la télé le soir, qu'on vous regarde, vous et tous vos chroniqueurs, en fait, vous donnez non seulement le sourire, mais vous donnez un truc qui est super rare à l'heure actuelle, c'est l'espoir. Merci, l'espoir que c'est possible. Donc, dès que je pourrai, avec mon mari, on viendra vous voir. Avec grand plaisir. Vous me direz, c'est Justine, je vous reconnais. Mais si vous voulez, je vous invite. Vous restez en ligne, on va s'occuper de vous, on va vous inviter avec votre mari. Je vous invite. Ça vous passez un jour avec moi, je m'en occupe. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1 et dans un instant, on va vous révéler les premiers chiffres de Bruno Retailleau sur l'immigration. C'est vrai que... Alors, révélez-les tout de suite, Gauthier Lebray. Tout de suite ? Comme ça sera fait. Allez, très bien. Donc je prends le JT News.
qui sort en exclusivité, ça a retrouvé dans tous vos kiosques les chiffres, les bons chiffres de Bruno Retailleau. Donc les expulsions ont augmenté, c'est sur un an, c'est le différentiel entre septembre 2023 et septembre 2024. Donc on est passé à 500, on a une augmentation de 586% des expulsions. On est passé de 7 à 48. On a une augmentation des fins de séjour prononcées. On est passé de 121 à 167, soit une hausse de 38%. Les titres les premiers titres, primo-délivrance comme on dit, de séjour, baissent. Donc on délivre moins de titres de séjour. Ça baisse de 9,3%. Les éloignements augmentent, volontaires et forcés, de 44,5%. Donc augmentation des éloignements. Les demandes d'asile qu'on accepte baissent, 7,8% de baisse sur un an. Les refus de délivrance de titres pour motif d'ordre public augmentent de 14%. Les déchéances de nationalité liées au terrorisme augmentent de 81%. Les étrangers en situation irrégulière interpellés par les forces de l'ordre augmentent de 22%. Donc vous voyez bien vers quoi on va. Moins de laxisme, plus de fermeté sur tous les critères. Alors, si je peux me permettre aussi, c'est vrai que Bruno Retailleau, il a les mains plus libres que Gérald Darmanin. Voilà. Et il fait le boulot parce que aussi, parce que je pense aussi que le président de la République et Gérald Darmanin étaient assez liés. Donc forcément, c'est plus compliqué. Là, Bruno Retailleau, on a l'impression qu'il fait un petit peu sa vie seul et qu'il essaie d'avancer tout seul, même voilà. Et c'est vrai que si demain le gouvernement Barnier vient à être destitué, Bruno Retailleau, il va quand même nous manquer, non ? Alors, je suis 100% d'accord avec vous sur la première partie, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a lâché la rampe de la politique intérieure. Il fait de l'international, et donc Bruno Retailleau, il est en lien avec Michel Barnier. Et Michel Barnier, des fois, il fait semblant de le recadrer pour ménager l'aile gauche, mais il soutient Bruno Retailleau. Et si le gouvernement Barnier tombe, comme c'est la petite musique qui est en train de monter, donc c'est-à-dire dans un mois, mi-fin décembre, effectivement, on n'aura plus personne à l'intérieur qui aura cette politique-là. On n'aura pas de budget. Donc Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, disait ce matin ça sera la chienlit. Ouais. Je suis pas loin de lui donner tort. Je suis assez d'accord avec Jean-Noël Barrot. Ouais. Question, Gauthier, les chiffres que tu donnes, ils sont sur la dernière année. Et Bruno Retailleau est en poste depuis le 21 septembre. Qu'est-ce qui est à mettre au crédit de Gérald Darmanin et au crédit de Retailleau ? Tu as raison, c'est le vrai débat qu'on peut prendre. C'est sur la fin du mois de septembre à chaque fois. Donc ils ont pris la borne de temps où Bruno Retailleau est arrivé place Beauvau. C'est sur la fin du mois de septembre. Ok, d'accord. Ah oui. D'accord, là c'est juste sur Bruno Retailleau. Voilà. Donc merci. Et on a un document aussi qu'on vous a donné, Gauthier Lebray, un document sur les prérogatives de Bruno Retailleau, donc du ministre de l'Intérieur, au préfet. Je ne vais pas tout vous lire évidemment, mais c'est pour illustrer ces chiffres. Comment expliquer la méthode Retailleau ? Parce qu'il faut quand même dire les choses. Quand vous interrogez les préfets, ils vous disent quand même qu'il y a un discours plus offensif depuis que c'est Bruno Retailleau et qu'on leur dit de taper fort. Alors après, on peut l'expliquer, évidemment. Il y a Emmanuel Macron qui n'est pas dans les pattes de Gérald Darmanin. Mais voilà ce que ça dit, par exemple. Donc des directives ? C'est une directive au préfet qui est publiée, officielle, qui n'est même pas encore sortie, qui est en envoi en ce moment même aux préfectures. Donc on l'a vraiment en exclusivité. Donc Bruno Retailleau dit au préfet: je vous rappelle enfin la nécessité pour tous les étrangers qui ont fait l'objet d'une décision constatant le refus de séjour, de veiller à assurer l'information des organismes de sécurité sociale pour que toutes les conséquences en soient tirées en termes d'affiliation, d'ouverture aux droits sociaux et donc d'expulsion. Donc vous voyez, c'est une note au préfet qui appelle à expulser ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national et qui n'ont pas reçu un titre de séjour. C'est en adéquation avec les chiffres qu'on vient de citer, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est les préfets qui sont en première ligne et qui appliquent la politique du ministère de l'Intérieur. Alors justement, Gauthier Lebray, si le gouvernement venait à être destitué, qu'est-ce qui se passerait pour Bruno Retailleau ? Alors déjà, ce sera effectivement un gouvernement démissionnaire, donc on ne sait pas qui se retrouverait à la place de Michel Barnier. Si la personne qui se retrouve à la place de Michel Barnier, bonne chance déjà pour trouver un profil comme Michel Barnier. Sûr, parce que qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui avec Barnier 2 l'Assemblée ? Je peux vous dire un truc. Il paraît qu'ils auraient déjà mis en chauffe
enfin même avant même de nommer Barnier, ils ont déjà mis en chauffe Bernard Cazeneuve. Là, il a mis son jogging, il est en train de faire des tours de terrain. Là, il fait des tours de Matignon. Je vous rappelle que de son côté, Mélenchon continue à parler de Lucie Castel. Oui, bien sûr. Entrée du numéro 7, bien sûr. Bernard Cazeneuve, sortie du numéro 8, Michel Barnier. Le problème, c'est que Bernard Cazeneuve, il se fait censurer beaucoup plus vite que Michel Barnier, puisqu'il n'est même pas soutenu par les socialistes. François Hollande avait dit qu'il censurerait Bernard Cazeneuve à Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte, François Hollande, l'ancien président de la République, qui avait Bernard Cazeneuve comme Premier ministre. Je pense que ce serait une énorme bêtise de retoquer Barnier trop tôt. Voilà, je le pense. Mais question, ça peut être Barnier 2. Est-ce qu'on ne peut pas demander à Barnier de refaire un gouvernement après s'il est censuré? Oui, c'est possible sur le papier. Mais bon, s'il est censuré, c'est pas pour son casting gouvernemental, ça sera pour lui, le budget, qui ne plairait pas au Rassemblement national. Donc on repart pour un tour, mais de manière très précaire. C'est vrai que censurer Barnier, parce que en fait, il est un peu unique, c'est un peu un ovni. C'est censuré capable pour quoi faire de rassembler les Républicains et les anciens macronistes sans se faire censurer par le RN. Vous mettez qui à la place? C'est très compliqué. Et donc vous n'avez pas de budget si c'est ça. Vous n'avez plus de ministère de l'Intérieur qui est pleinement en exercice, qui peut mettre en place une activité assez ferme avec une loi immigration qui doit arriver à la rentrée prochaine. Compliqué. Alors justement, est-ce que vous savez qui reçoit Sonia Mabrouk demain? Oui, bien sûr, Bruno Retailleau. On reçoit Bruno Retailleau demain matin, dans Europe 1 Matin, pour la grande interview des entretiens sans concession, bien sûr, avec Sonia, qui est la meilleure. On l'embrasse, Sonia, qui est exceptionnelle, tous les matins en direct à 8h10 sur Europe 1. Donc vous retrouverez Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, avec Sonia Mabrouk demain sur Europe 1. On va reparler dans un instant de ces Français qui sont favorables à la prison ferme, et on va revenir bien entendu sur Bruno Retailleau et sur ces chiffres qui sont quand même incroyables, Gauthier Lebray. C'est des chiffres officiels. Qui sont des chiffres officiels, révélés par le JD News en kiosque actuellement, et qui sont des chiffres qui montrent la fermeté de Bruno Retailleau. Justement, on va en parler de Bruno Retailleau, parce que je me demande bien ce qu'il va faire s'il reste ministre de l'Intérieur, ou bien si le gouvernement est destitué. Qu'est-ce qu'il va faire, ce que va faire Bruno Retailleau? En tout cas, il a pris, franchement, il a pris une notoriété incroyable en quelques semaines. On va en parler dans un instant. Imprimé, comme on dit. Oui. Et j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous en pensez de toute cette affaire, parce qu'il y a des gens qui disent oui, Pierre Palmade a eu un régime de faveur, ce qui n'est pas le cas. Je vous le dis, mais voilà, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous pensez, parce que Pierre Palmade, qui est quand même un des plus grands humoristes qu'on ait connu en France, un des plus grands humoristes français, et c'est vrai que cette histoire, elle est incroyable et elle rebondit encore. On a Marc avec nous, on a Catherine, on a bien sûr Gauthier Lebray. On revient 2 petites secondes sur les chiffres de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et après, on va imaginer les hypothèses pour Bruno Retailleau. Alors, je voulais aussi vous lire une autre phrase de la note qu'on révèle en exclusivité, Cyril, envoyée au préfet sur l'immigration, puisque les chiffres de l'immigration, si on se place du point de vue de Bruno Retailleau, sont bons. C'est-à-dire que depuis qu'il est là, sur la période fin septembre 2024, en comparaison avec fin septembre 2023, tous les critères de fermeté augmente et tous les critères de laxisme baissent. Donc il y a moins de régularisation et plus d'expulsion, pour vous résumer les choses. Et là, il dit au préfet, aujourd'hui même, votre rôle de pilotage et d'impulsion en matière de mise en œuvre de la politique migratoire, tant légale qu'illégale, est crucial. De votre implication personnelle dépend la reprise du contrôle de notre immigration. Il veut reprendre le contrôle. C'est ça les leçons des premiers chiffres de Bruno Retailleau et de cette note qu'on révèle en exclusivité. C'est un petit peu une course contre la montre, alors pour lui aussi, par rapport à ses résultats, puisque si le gouvernement, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, tombe, ça a été Nostradamus. Jean-Luc Mélenchon, il a dit entre le 17 et le 21 décembre. Absolument. Voilà, il a donné des dates, lui maintenant, il a une boule de cristal. Alors, il se cale sur le budget. Exactement. Bien sûr. Pas très compliqué. C'est vrai qu'il n'a pas donné les dates du budget en parallèle, en miroir, mais oui, c'est évidemment parce que le 21 décembre, il faut arrêter les débats sur le budget. C'est la règle, c'est 70 jours maximum. Mais Bruno Retailleau se retrouve dans une situation où, s'il reste, il peut poursuivre sa politique avec beaucoup d'ardeur. Et s'il part, il a quand même marqué son passage et il prend une option pour la suite. Dans les deux scénarios, il est gagnant. Oui, dans les deux scénarios, il est gagnant. En tout cas, il a pris énormément de notoriété et il a marqué les Français. Et je vous le dis, moi, le couple, le duo Retailleau-Wauquiez ou Wauquiez-Retailleau, ça, voilà. En tout cas, ils vont à mon avis, comme à l'américaine. À mon avis, ils vont y aller. Ils vont y aller. Et voilà. À mon avis, à un moment, ils vont se dire qu'on va y aller. C'est normal. Il pourrait y avoir qu'un candidat.
Bien sûr, À exactement. la présidentielle, il faudra un seul candidat. Qui acceptera Parce que le président des LR, c'est évoqué, ils se mettront peut-être d'accord tous les deux, mais c'est vrai que, voilà, en tout cas... Ah non, c'est pas, non, il n'y a pas de président, président du groupe LR à l'Assemblée. Exactement. On n'a pas le successeur encore d'Éric Ciotti. Exactement, on n'a pas encore Ça sera intéressant aussi de voir qui prendra la suite. Exactement, mais ça, à mon avis... Ça peut être un terrain neutre. Ils vont en parler tous les deux, voilà, mais je pense vraiment que là, ça doit leur donner quand même des idées, en plus avec tout ce qui se passe avec Marine Le Pen également. Vous avez 100% raison. Voilà, et bien sûr, à mon avis... Au moment de la composition du gouvernement Barnier, le jeu de Laurent Wauquiez concernant ses amis politiques très proches n'a pas été apprécié par tout le monde. Certains ont pris, il y a eu des balles perdues. Gauthier connaît bien l'affaire. Alors, moi, je vais vous dire, moi, je connais bien l'affaire aussi d'Artigol, je vous le dis, et je vous le redis, sachez-le, ça se passe plutôt bien et ils trouveront un accord, en tout cas, Retailleau, Wauquiez, croyez-moi, vous verrez qu'ils le trouveront. Croyez-moi. Oui, vous êtes très optimiste, moi, je trouve. Vous verrez qu'ils le trouveront. Quand il s'agit d'être candidat à la présidentielle, vous savez. Oui, ils trouveront un accord. Ils trouveront un accord, vous verrez. Mais je pense que voilà, ils vont en parler après. Bruno Retailleau, il a jamais dit qu'il voulait être candidat. C'est comme Attal et Édouard Philippe. Hein. Oui, enfin, Attal et Édouard Philippe, ça va être. Est-ce qu'il y en a un qui va se retirer au profit de l'autre? Moi, je pense que les deux doivent se retirer. Moins, ça dégage le paysage. Vous avez le choix entre celui qui vote communiste et celui qui appelle au désistement face à la France insoumise. Donc voilà, moi, vous savez, moi voilà, je dis les choses. 16h44, on est en plus, je les connais, voilà, donc en plus ils sont sympas les deux. Non mais c'est vrai, je connais pas moi Édouard Philippe, j'ai jamais vu Édouard Philippe, mais il paraît qu'il est plutôt sympathique. Après les électeurs votent pas en fonction, voilà. C'est le positionnement politique qui est intéressant. Maintenant voilà, après c'est vrai que voilà, c'est encore loin 2027. De toute façon, moi je me rappelle toujours Édouard Balladur, il était président. Exactement. Et Nicolas Sarkozy disait qu'il allait être élu au premier tour. Oui, voilà, donc non mais c'est vrai, voilà. Donc voilà, après il y a eu François Hollande. François Hollande, ça se calcule pas. Ah ça c'est. Mais même Emmanuel Macron, personne ne l'avait vu venir 2 ans avant. Moi, je vais vous raconter une anecdote aux éditeurs d'Europe 1 et à l'équipe ici. Un jour, je vais voir une avant-première au cinéma, et je suis avec un garçon, avec un monsieur, voilà, qui est un grand monsieur, qui avait invité certaines personnes à voir cette avant-première. Et on est à côté, et je lui dis, c'était 2 ans avant la présidentielle, donc de 2012. Et donc, on est en 2010, et je lui dis, mais pourquoi t'as invité François Hollande? Et là, il me répond, pourquoi j'ai invité François Hollande? Parce que c'est le prochain président. Ah bah il avait la vista. Il était fort, parce que 2 ans avant, alors qu'en 2010, il fallait avoir le pif. J'ai rigolé, j'ai dit, c'est ça, fais-moi rien. Et 2 ans après, j'ai beaucoup moins rigolé. Mais l'histoire est vraie, l'histoire est vraie. Donc je peux vous dire, c'est voilà. Donc c'est vrai que 2 ans avant, mais il était dans un trou complet, François Hollande. Dans un trou. Personne le calculait. Bien sûr. C'était vraiment même pas l'outsider de la primaire. Il devait terminer à 1%. Et il y a eu l'affaire Strauss-Kahn. Mais Emmanuel Macron, je vais vous raconter, moi, Emmanuel Macron aussi. Emmanuel Macron, un jour, je rentre d'un prime time. C'était il y a longtemps, je pense qu'on était en 2015. 2015, voilà, ou je sais plus quand, voilà, je rentre d'un prime time et je reçois un SMS d'un garçon qui me dit « Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis ministre des Finances, je m'appelle Emmanuel Macron, j'ai eu votre numéro par un ami commun. Cet ami commun s'appelait Nicolas. Et il me dit, voilà, c'est pas celui que vous croyez, il me dit, j'ai eu votre numéro par un ami commun qui s'appelle Nicolas, j'ai regardé votre prime, voilà, il regardait l'émission, et il me dit, est-ce qu'on peut se parler, voilà, et donc je lui dis, avec plaisir. Je lui dis, moi, il était minuit et demi, 1h, je dis, appelez-moi. Il me dit, non, mais je vous appelle pas, tout ça, voilà ce que je veux faire, je vais me présenter en 2017. Non, je vais me présenter, je veux devenir président, je vais me présenter à la présidentielle. Ah oui? Ouais, je lui dis, et là je lui réponds, mais pour 2017? Il me dit, oui. Je dis, c'est pas pour 2022 plutôt, parce que ça m'a l'air un peu court pour 2017, là. Et il m'a dit, non, vous allez voir, je serai président en 2017. Incroyable cette histoire. Non, mais par écrit, vous avez dit ça? Incroyable, je vous jure que c'est vrai. Incroyable. C'est fou, pour vous dire. Et donc, c'est pour vous dire qu'Emmanuel Macron, il avait un projet. Et Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Emmanuel Macron, en vrai, il y a eu un vote d'adhésion incroyable en 2017. D'espoir. Moi, je me rappelle, tous mes potes me disaient, je vais aller au premier meeting d'Emmanuel Macron. C'était il est incroyable. Moi, je vais vous dire, je vais vous faire même un aveu. Quand j'ai vu Emmanuel Macron, lors de quand il était, voilà, quand il a fait la marche, là. La pyramide du Louvre. C'était incroyable. La marche, qui a duré toute la famille, etc. La famille et tout. Et je vous jure que c'est vrai, j'étais en train de regarder ça. Et je me disais, les gens vont même plus adhérer avec moi à la télé, parce qu'il n'y aura plus qu'une seule voix en France, ce sera Emmanuel Macron. C'est-à-dire que tous les regards vont être tournés vers Emmanuel Macron, il n'y aura plus de place pour personne.
Je vous jure que c'est vrai, j'ai eu ce truc-là, je me suis dit, c'est incroyable. C'était un truc de fou, franchement. Et c'est vrai que des votes d'adhésion à la présidentielle, il n'y en a pas eu des masses. Hein. Sarkozy, Nicolas Il y a eu Sarkozy en 2007, exactement. Il y a eu Emmanuel Macron en 2017. Et parce que même Chirac, que j'adorais, moi j'adorais Chirac. 95, La fracture sociale, il y a eu quand même un vote d'adhésion sur la fracture sociale. Exactement. En 95. Après, la deuxième fois, Ah bah non, La deuxième fois, contre c'était face à Jean-Marie Le Pen. exactement. C'est 21 avril 2002. Mais c'est vrai, voilà. Donc c'est vrai Mais que vous avez raison, il faut quand même reconnaître, Emmanuel Macron, il y a une success story. Ah bah oui. Personne ne le connaît 2 ans Il a avant un- l'élection c'est présidentielle, il devient ministre de l'économie et des bien finances, il fonde un parti, il part de rien, il est élu en 2017, c'est le seul président hors période de cohabitation à avoir été réélu. Bah, bien sûr. Donc même si ça s'est pas fait Non, sur non, un vote non, d'adhésion, non, non, non. voilà, alors après on peut dire il y a eu l'affaire Fillon, il y a eu Marine Le Pen au second tour à chaque fois. Je vais trahir un secret. Voilà, pour les auditeurs d'Europe 1, j'ai discuté avec énormément de monde. Tout le monde vous dira, Emmanuel Macron, il est quand même d'une intelligence quand même qui est bien au-dessus de tous ceux qu'on a. Évidemment. Pour tout le monde, ils disent à chaque fois le plus fort. Ça reste Macron qui limite, voilà, il voit des trucs qu'on voit pas. Donc c'est vrai qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas quand même. Voilà, mais après voilà, après c'est des votes d'adhésion. Après, moi ce qui me fait peur, je vais vous dire la vérité, ce qui me fait peur, c'est que on s'était tous dit, ah bah c'est un mec qui vient pas de la politique, qui vient de la finance, etc. On avait un espoir exceptionnel. Et quand Puis, on il y se dit avait un storytelling. Emmanuel Macron, on se dit, ans mine plus de tard. rien, il y est pas arrivé. Ça me fait peur parce que je me dis franchement. Ça veut dire que c'est pas évident. Non, il a vendu du rêve, c'est-à-dire qu'à un moment, il Oui, a mais- dit je vais casser les codes, je vais prendre les Mais meilleurs c'est à ce droite, les meilleurs à gauche, Mais ouais. et on a cru, enfin, Mais voilà, c'est la pas. France y a Mais cru. il y croyait lui aussi. Bien hein. sûr. Croyez-moi, il y croyait lui aussi. Mais je vais vous dire, c'est vrai que ça fait flipper quand même, hein, parce que aujourd'hui, on sait pas, on sait pas comment faire pour redresser la France. Et aujourd'hui, il faut une fermeté. Je suis désolé, c'est ça aussi. Hein. C'est comme vous l'avez résumé, Valérie Bénet. Vous avez dit, il a voulu prendre un peu à droite, un peu à gauche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut de la fermeté. Le en même Et on temps peut pas- fonctionne plus. Exactement, c'est Le ça. en même temps On peut fonctionne plus. On n'a plus le Ménager temps. la On n'a plus le temps chevrette du en même chou, temps. On n'a plus le temps du en même temps. On est Oui, d'accord. Bruno Retailleau, il fait pas du en même temps. hein. C'est sûr, mais il est ministre de l'Intérieur. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Mais bon, Attention, c'est pas pareil. c'est quelqu'un qui réussit dans son portefeuille. Bien sûr. Après, on peut s'imaginer qu'il en prenne plusieurs des portefeuilles. Non, mais c'est sûr. J'avoue, c'est sûr. On a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. Il y a Marc qui est avec nous de Normandie. Bonjour Marc. Bonjour Cyril et bonjour à toute l'équipe. Ben, Bonjour. merci Marc d'être avec nous sur Europe 1. Vous vouliez réagir Merci pour ces 5 minutes de déprime. Hein. Macron suivi avec Hollande avant. Bah ouais, je sais. Mais Bon, vous savez quoi? Mais on est en Marc, train de chercher des barils d'essence et des allumettes. On va les s'immoler. j'adore Marc. Marc, vous voulez que je vous dise le truc qu'il y a, c'est que c'est ça qui me fait peur, moi. C'est qu'on nous a vendu du rêve à chaque fois. Mais moi, franchement, j'ai eu plein de fois, j'ai eu de l'espoir. Non, mais je vous là, dis. les deux, Ah oui. ils ont un stand de bananes dans des supermarchés. Mais à la limite, c'est pas dur. Hein. Vous prenez le Mola Mélenchon. Hein, il prend 80 connards, il fait un casting de connards, de mecs qui savent pas lire, qui savent pas écrire, Ouais. qui font de la trottinette en sens interdit, qui Ah vendent oui. de la cam, Exactement. qui sont fichés S, Ouais. et puis ça fait des mecs qui touchent 7000 par mois, et tout va Exactement. bien. Bah oui. Mais Mais le monde est beau parce que eux n'hésitent pas à s'augmenter en Bah cours oui. d'année quand les agriculteurs crèvent la dalle. Mais bon, c'est pas le sujet à la limite aujourd'hui. Mais si on devait parler du budget, il y a de quoi faire. Ah mais allez-y. Si hein. on dev- Ah ouais, non, mais ça va être trop long. Je veux dire, on va arrêter avec les associations, on va arrêter avec l'immigration sauvage, on va arrêter avec évidemment les cadeaux que se font les députés, Ouais. on va arrêter. Non, mais 25 000 balles pour acheter de la cam à un gamin Non de mais 14 c'est ans. n'importe quoi. Ah, Non, bien mais il sûr. faut être sérieux, Moi, je sais pas, j'étais môme quand De Gaulle était président. Ouais. J'étais ado quand Pompidou était là. Putain, vous voyez la différence? Ouais. Aujourd'hui, on a un mec qui, en début d'année, va envoyer des mecs en Ukraine faire la guerre. Et aujourd'hui, il dit aux Russes, il faut se calmer. Ah, évidemment. Il est intelligent. Si lui, il est intelligent, alors mon chien, il est prix Nobel. J'adore Non, Marc. mais sérieux, Non, mais c'est ce que sérieux, dit. Alors moi, je vais vous dire, c'est vrai que voilà, je l'ai jamais rencontré moi. Je l'ai juste rencontré une fois à la télé, Emmanuel Macron. Je l'ai jamais rencontré en dehors. J'ai jamais. Depuis, vous êtes exorcisé ou pas? Depuis, bah, ça fait longtemps. Hein. Ça fait combien de temps? Ça fait ça fait quoi? Peut-être. Vous voyez, avant son élection. 7-8 ans. Bien sûr. 7-8 ans, Ouais, avant son élection, bien sûr, oui. c'était La campagne présidentielle de 2017. 7-8 ans, exactement. Mais c'est vrai que moi, je dis voilà ce que disent les mecs en fait qu'on croise. Et c'est pour ça que je me dis. On peut être inquiet, les gars. C'est pour ça que je me dis ça, Marc. Parce que quand ils me disent le meilleur,
c'est Macron. Les mecs, bah si, je suis un petit peu inquiet pour. Oui. Honnêtement, les mêmes mecs qui disent on est inquiet, c'est les mecs qui étaient inquiets le soir de l'élection en 2017. Hein. Ouais. Faut être sérieux. Mais c'est et Marc, c'était les mêmes mecs qui étaient inquiets en 2012 lors de l'élection de François Hollande. Parce que je suis désolé, Marc, tous les mecs à qui vous parliez, tous les spécialistes politiques, même beaucoup de mecs qui sont dans les trucs, ils vous disaient, les mecs disaient, mais François Hollande, c'est catastrophique. Ça va être catastrophique. Mais il le soutenait quand même. Non, mais il ne faut pas le dire trop fort parce que Olivier, il va s'énerver. Oui, je sais. Non, je suis très calme, je vous écoute. Mais je vous jure, Marc, vous savez que les mecs en off, même les mecs qui soutenaient Hollande, vous disaient, mais c'est catastrophique. Mais les mecs ne le disaient pas parce que pourquoi ? Et ça vous prouvait bien un truc. Les mecs qui pensent qu'à leur gueule, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils savaient qu'ils allaient aller dans le mur en poussant Hollande, mais ils disaient on y va. Vous savez quoi ? C'était des mecs qui ils disaient de toute façon on veut pas de Sarko, donc on va pousser Hollande, donc quoi qu'il arrive, mais on sait que ça va être un drame. Vous restez avec nous, Marc, on va en parler dans un instant, et puis on va parler de Pierre Palmade. Vous nous appelez 01. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Allez, on marche sur la tête, c'est 17h03, il est 17h03 sur Europe 1, merci d'être avec nous, 01 80 20 39 21, vous nous appelez, et c'est vrai qu'il se passe énormément de choses actuellement, en politique notamment. Ah, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Oui, c'est ça, c'est très important ça. Pour les auditeurs d'Europe 1, très important ça, 17h03. Écoutez ça va encore vous rendre fou. Il y a Marc qui est avec nous en ligne de Normandie, mais ça c'est incroyable, on va parler, je sais de quoi vous allez parler. Bah oui, vous savez. Bah vous lisez en moi comme dans un livre. Je sais de quoi vous allez parler. Mais bien sûr. La sanction. La sanction. Ouais, exactement. La sanction contre qui ? Thomas Porte. Exactement. Elle vient de tomber. Thomas Porte, on le rappelle, avait dit à 2 députés RN, dont Laurent Jacobelli, ferme ta gueule et on va t'attendre dehors, en marge d'échanges sur le conflit israélo-palestinien à l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle. Et donc, le bureau de l'Assemblée s'est réuni. La gauche n'était pas assez nombreuse en bureau pour éviter toute sanction. Déjà, il faut dire une chose, la gauche voulait éviter toute sanction à Thomas Porte. Ouais. Mais puisqu'il y avait de l'absentéisme, une journaliste sur place me rapporte, Élodie Huchard me rapporte ce qui s'est passé. Et donc, il est sanctionné avec un rappel à l'ordre, avec inscription au procès verbal, c'est-à-dire qu'il perd un quart de son indemnité pendant 1 mois. Vous avez 4 sanctions possibles. Ouais. On est sur la deuxième en nature de gravité. Ouais. C'est ça. Voilà. Oui, donc c'est pas terrible. Il perd un quart de son indemnité pendant 1 mois, c'est tout. Ce qui représente un peu plus de 1 300 €. Voilà. Le dernier grade, ça aurait été l'expulsion. C'est ce qu'il a déjà eu. Ce qu'il a déjà eu quand il avait. En plus, il est récidiviste, lui, mais voilà, c'est tranquille. Il serait intéressant de savoir ils sont moins sévères que l'ARCOM. Ouais. Excusez-moi de vous dire ça. Ah bah, il y a des fermes ta gueule qui coûtent plus que 3 300 €. Mais c'est incroyable. Ça dépend où on les prononce. Mais c'est fou. Non, mais ça dépend qui les prononce. Si vous êtes, vous avez raison. Exactement. Bah oui. Il serait intéressant, Gauthier, de voir quel député de gauche n'était pas là. Eh bien, il y a 2 socialistes. Vu que ça vient de tomber, je ne peux pas te le dire, mais je peux me rencarder et revenir demain avec la réponse si tu veux. Cette question qui semble anodine comme ça de la part de notre camarade, est-ce que tu penses que ça veut dire que certains n'y étaient pas parce qu'ils ne voulaient pas avoir à ne pas sanctionner et qu'au fond d'eux, ils souhaitaient sanctionner mais qu'ils ne pouvaient pas le faire ? Voilà. Oui, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai. Parce que leur absence crée la sanction, permet la sanction contre Thomas Porte. Donc, au lieu de la voter directement, voilà. C'est ça. C'est un peu de la lâcheté. C'est de la stratégie. C'est fou. C'est fou. Il y a Marc avec nous en ligne. Marc de Normandie. Marc, même quand vous entendez ça vous devenez fou là. On n'arrête pas de vous rendre fou. Non, je deviens pas fou. Je vais écrire ma lettre au Père Noël. Je vais demander déjà un cerveau pour tous les députés LFI. Un pour Hollande au passage, parce que bon, je pense que dans le genre. Mais il y a que des décérébrés. Il faut imaginer, et c'est là où ça va pas. C'est que c'est des gens comme nous qui payons les impôts. Nous, je parle de nous tous là, nous qui nous parlons. Et on accepte qu'un connard, pardon, excusez-moi du terme, qu'un mec qui sait ni lire ni écrire ne serre pas la main d'un gamin de 22 ans. T'es là parce qu'on lui a dit, parce que t'es le plus jeune, tu dois être là. Mais c'est fou. On doit accepter ça. Alors effectivement, si le mec écrit un bouquin, lui, il sera publié puisqu'il écrira une page blanche. Donc il n'y a pas de souci. La SNCF dira rien. Mais sérieusement, là, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire, si moi, demain, j'écris au président de la République ou si je lui mets sur Facebook, sur n'importe quel site, je vais t'égorger. Combien je vais prendre ? Je vais prendre 600 € et 5 jours de citoyenneté ? Non, je pense pas. Je pense pas, Marc. Et moi, sauf que moi, je respecte la République. Là, vous avez bien raison. C'est simple. C'est déchéance de nationalité, c'est prison ferme,
Et c'est tu dégages. Elle te convient pas, la République, tu pars. Bien sûr. Non, c'est l'échéance de nationalité pour qui? Pour les mecs qui ne respectent pas la République. Le mec, non mais quand il dit respecte pas la République. Non, mais la déchéance de nationalité, c'est quand il y a une double nationalité et que. Oui, bon, voilà, ouais, les mecs, voilà, on va arrêter de se raconter des bêtises. On sait très bien que le mec, il est pas, je vais utiliser un terme qui a plus lieu d'être, il est pas français de souche, il a pas 15 générations derrière lui. Le mec, il est pas là depuis 500 ans. Personne. Comme personne autour de la table, par exemple. Oui. Si, Fabien Lecoeuf, si. Ouais. Fabien Lecoeuf, il y était. Bon, là, c'est différent. Mais il dort, hein. Oui. D'un œil. Uniquement d'un œil. Non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut que les sanctions soient revues. Il faut que la justice soit revue. Laxisme, c'est le mot en ce moment, pour moi, c'est le laxisme. Mais c'est, je veux dire, il y a des, mais, je suis désolé, les mecs, il y a parfois des peines qui sont très lourdes. On en a parlé là il y a pas longtemps. On a parlé d'une peine que je trouvais assez lourde par rapport à ce qu'on. Si Nicolas Bedos, la peine a été. Et je suis désolé, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Oui. Voilà, il n'y a pas eu de laxisme. Il n'y a pas eu de laxisme. C'est pas une peine qui collait. C'est un exemple. Voilà, exactement, c'est un exemple. Alors, oui, mais on aimerait bien avoir d'autres exemples. C'est bien, c'est bien de faire des exemples, mais il faut en faire d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des exemples dans ces cas-là pour une personne médiatique. Il faudrait aussi des exemples pour cette personne-là qui a insulté, qui a menacé le professeur. Je suis désolé, le directeur d'établissement, proviseur. Pour moi, c'est. Il a double sanction, ce mec. Bah oui. Il n'a pas été suivi par Belloubet, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque, si je ne m'abuse. Mais non, mais c'est sûr. Il n'a pas été suivi. Et derrière, le mec qui l'a insulté et qui l'a menacé, il prend une peine de merde. Il y a quelque chose qui va plus. Allez. Le parquet fait appel. Donc. Bien sûr, oui, le parquet, mais le parquet il est souvent flottant, comme j'ai dit. Merci, Marc. Ouais, c'est un parquet flottant. C'est un parquet flottant, ça. Non, mais... C'est le même parquet. C'est le même parquet qui va demander une sanction exécutoire. Nous, on veut du marge, on ne veut pas du parquet. Merci, Benaïm. C'est pas les mêmes juridictions, c'est pas les mêmes. Merci. Marc, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, Marc. De rien. Allez, je vous fais des bisous. Merci, Marc. Merci. Allez, on garde le moral. Je vous embrasse, Marc. Moi aussi. Allez, je vous embrasse fort, merci. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Tiens, on va parler de... Il y a une autre personne qui voudrait réagir, bien sûr, à cette affaire. 85% des Français sont favorables à la prison ferme pour ceux qui menacent de mort les enseignants ou les chefs d'établissement. Pour moi, je trouve que c'est un gros chiffre, 85, mais j'aimerais bien savoir qui sont les 15%. Les juges. Non. Ils ont donné l'amende à ce... I love you. Mais c'est vrai, ils ont donné l'amende, donc ils étaient contre la prison ferme. C'est exceptionnel. Et il y a Catherine qui sera avec nous en ligne. On va parler de Pierre Palmade aussi dans un instant, parce que c'est le procès aujourd'hui. Oui. À tout de suite. 17h11 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est en direct. Je viens de donner mes méthodes à l'équipe. Voilà, je vous le dis hors antenne. À Europe 1. Je viens de donner mes méthodes. Moi, si le mec qui a dit ça, le mec qui a menacé l'enseignant, qui a menacé le proviseur, voilà ce que je ferais moi. Je leur ai donné mes méthodes. C'est pour ça que ça les a fait rire. Voilà, mais je vous le dis. Voilà, je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Pratique. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Voilà, je suis un peu plus ferme. Oui, il y a de la testostérone. Mais vous n'êtes pas connu pour votre mollesse non plus. C'est pas ce qui caractérise. Voilà. Allez, 01 80 20 On est politique. Le reste, ça ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Allez, on va passer. Il y a Catherine qui est avec nous. Il y a trop d'irrévérence dans cette émission. Il y a Catherine qui est avec nous en ligne. Franchement, vous êtes la seule émission qui est vraiment... Et vous êtes les seuls chroniqueurs qui parlaient aussi mal à l'animateur de l'émission. Franchement, il y a une insolence. Non, mais de toute façon, en ce moment, tout le monde est insolent. Toutes les personnes que je rencontre des personnes en ce moment, toutes les personnes sont insolentes. On vous respecte plus. Discipline, j'ai l'impression qu'il faut que... Non, parce que les gens se disent, ça y est, Hanouna, c'est bon, tu vois ou pas, il est sympa, il rigole. Et c'est adouci. Ouais, exact. Non, je vous dis non, je vous dis non, je vous calme tout de suite, c'est non. Merci, Catherine est avec nous, merci d'être avec nous, Catherine du Jura, merci d'être là sur Europe 1 avec nous, avec toute l'équipe. Vous voulez réagir à ce sondage, 85% des Français sont favorables à la prison ferme pour ceux qui menacent de mort les enseignants ou les chefs d'établissement. Oui, bonsoir Cyril. Bonsoir Catherine, merci d'être là. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Et puis je voulais vous remercier encore parce que vous nous avez invités le 28 octobre à venir sur le plateau. Ah mais je me rappelle. Ah bah oui Catherine.
Tous les soirs, on vous regarde et tous les soirs, on se dit, on était là-bas le 28. Vous revenez. Hein, on est super contents d'être allés vous voir. Vous revenez génial. Quand vous voulez. Merci, Catherine. Ils se sont bien occupés de vous ou pas? Ah ouais, c'était génial. Bon, très bien. Franchement, j'avais jamais pris le train, c'est parfait. La prochaine fois, je viendrai vous chercher moi-même en voiture. Ah voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça me fait plaisir. Je vais vous prendre au mot. Je vous ai envoyé une petite carte du Jura. Je l'ai pas eu. J'ai dû me tromper peut-être dans l'adresse, je sais pas, j'ai mis. Si vous avez mis dans la maison du Père Noël, elle a dû tomber direct. Non. On peut voir, mais... J'ai mis pour Cyril Hanouna, je sais pas. Je l'ai pas eu, Catherine. Moi, je vais mener ma petite enquête, vous inquiétez pas. Voilà, on voulait vous remercier encore, on est trop contents. Mon copain, chaque fois qu'on vous regarde le soir, il dit, tu te rends compte, on était là-bas sur le plateau. Enfin, c'était trop génial. Merci, Catherine. Je voulais vous dire ce que j'en pensais. Moi, je suis dans les 85% aussi. Ouais, bien parce sûr. Que je trouve qu'on vit vraiment un monde de tarés, que les gamins sont insolents, insultants. Nous, on vit près d'un lycée agricole. Et tous les jours, quand ils passent devant chez nous, ils tapent aux portes, ils sonnent, ils tapent, ils abîment dans les rues, ils roulent comme des cinglés. C'est de la folie. Les gamins deviennent fous, les gens deviennent fous. On a peur. C'est de la folie, hein. C'est ça, c'est n'importe quoi. Donc, on est d'accord. Catherine, il y a, comme on le dit, il y a énormément de laxisme. Mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est insupportable. Moi, je vais vous dire, ce gars qui a pris 600 € pour avoir menacé... vous avez vu les mots qu'il a prononcés. Oui. Il faut le brûler, ce chien. Mais non, mais moi, lui, mais je leur ai dit tout à l'heure, mais moi, je vais le chercher chez lui. Écoutez-moi, mais c'est vrai, je vais le chercher chez lui, je suis désolé. Je vais le chercher. Moi, ce que j'ai peur, c'est que les gens se révoltent et qu'il arrive des malheurs. Hein. Oui, mais ça, faut pas le faire parce que il va y avoir des malheurs des deux côtés et il y a des innocents qui vont se retrouver avec des drames. Voilà. Donc ça, mais vous savez quoi, Catherine, ce que vous venez de dire, c'est ce que je disais exactement en antenne il y a un instant. Je disais attention parce qu'il faut pas qu'on arrive à ce genre à ce que les gens se fassent justice eux-mêmes. Voilà, je vous le dis. Et moi, voilà. Mais je vous jure que moi, ces mecs-là. Mais je ne rigole pas. Il faut aller les chercher chez eux. Voilà. Non mais c'est insupportable. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non mais c'est bien. Arrêtez-vous là. Qu'est-ce que vous faites là? Non, Cyril. Et on leur fait quoi? Non, Cyril. Non, moi j'ai rien dit. Merci. Excusez-les, Catherine, parce que vous savez, parce que hors antenne, je leur ai dit ma façon de penser. Donc ils rigolent beaucoup. Ils me charrient, vous savez, Catherine. Oui, je vous regarde tous les soirs. Moi, je vois bien. On se régale pendant 2 heures. Merci. Vous avez vu comme ça nous fait tellement de bien avec ce monde de fous là. Ah ouais, c'est vrai, mais franchement. Mais je vous jure, moi, Catherine, j'essaie de garder. J'espère. Vraiment, il faut qu'on garde le moral, tous. Il faut qu'on garde espoir, comme on disait tout à l'heure avec cette auditrice. Mais je vous jure, moi, quand je vois ce qui se passe, je vais prendre une expression de Gilles Verdez, ça me fait pas plaisir. J'ai mal à ma France. Non, mais vraiment. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. C'est vrai. On sait plus quoi faire parce que les gens deviennent fous dans la rue. Nous, on s'est fait attaquer à coups de avec un gars qui avait une hache. Non, c'est pas vrai, Catherine, quand ça? Oui. Quand ça? Il y a à peu près 6 mois. Non, comment ça se fait comme ça? On était partis sur Mâcon, dans un magasin, un grand magasin d'électroménager. Et on a appelé les flics, tout, parce qu'on a tellement eu peur. Et on est remonté dans la voiture, on n'est même pas allé faire nos courses. Non, mais on est rentré, on a tremblé tout le long. Non mais et après Catherine, moi ce qui me rend fou, c'est qu'il y a des gens, je les citerai pas, des personnes qui sont notamment sur mon plateau, qui vont me dire non c'est pas vrai, les chiffres de l'insécurité et de la violence n'ont pas monté, c'est toujours été les mêmes. C'est un sentiment d'insécurité. Il y a plus beaucoup de personnes qui c'est ça qui est fou. Il y en a encore sur mon plateau, je peux vous dire. Il reste quelques poissons volants, c'est pas la majorité de l'espèce, mais il en reste. Voilà, il y en a quand même qui disent encore ça et ça me rend fou. Les gens. Ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que quand vous voyez le gars qui vient vers vous en courant avec une hache, je vous dis que ça vous refroidit. Mais Catherine, ma mère a toujours pris le RER toute sa vie. Là, ça fait 2 mois. Elle a pris 2 fois le RER pour se déplacer. Oui, elle va mieux, votre maman? Oui, ça va, mais 2 fois, elle s'est fait agresser 2 fois, Catherine. Ouais. Donc elle m'a dit, c'est fini, elle prend plus le RER. Et comme elle veut pas, alors ma mère elle est en ancienne, donc elle connaît pas les Uber, tout ça, donc il faut que je lui envoie quelqu'un, etc. Il faut que j'aille la chercher. Mais ça veut dire que maintenant elle peut plus le RER. Elle a peur de prendre le RER. Oui, même dans les rues. Bah oui. Moi, je me promène à Lons-le-Saunier, je vous dis, j'ai peur. J'ai mon sac à main sous le manteau. Mais bien sûr. Et je me retourne sans arrêt parce que maintenant, j'ai la trouille. Mais je vais vous dire, toutes les dames qui sortent aujourd'hui, tous les messieurs, moi, j'ai des potes, par exemple, ils se sont achetés une belle montre pour leur anniversaire de leurs 40 ans. Voilà.
Mais ils m'ont dit, mais c'est fini, je ne la mets plus, je ne la mets jamais dans la rue. C'est terminé. Voilà, c'est ce qu'ils se disent, c'est un danger. Vous savez, à l'époque, Catherine, je vous jure, moi, mes parents me disaient toujours, ils avaient été faire un voyage au Brésil. Ils m'avaient dit, le Brésil, c'est extrêmement dangereux, on va y aller, mais vraiment, on a peur, on n'a rien pris, on a pris que des shorts, voilà, et des t-shirts. Aujourd'hui, je vous jure, ils n'ont rien à nous envier. Je me rappelle, moi, les gens disaient, faites attention au feu rouge au Brésil. Mais en France, aujourd'hui... Oui, c'est pareil chez nous maintenant. Mais je vais vous dire, je vous dis, ma mère aussi, elle s'est fait agresser aussi. Quand elle prenait encore sa voiture, elle s'est fait agresser un feu. Ils ont voulu lui prendre son sac, etc. Et le mec l'a tapé dessus, etc. Mais je vous dis, donc c'est la vie maintenant, c'est les gamins, c'est pareil. Il y a toutes les personnes qu'on connaît. Déjà à l'Assemblée, ils ne donnent vraiment pas l'exemple. Hein. Là, je peux vous dire, ils sont loin de donner l'exemple. Et quand derrière, vous voyez les sanctions qui sont données à un Thomas Porte qui dit à un autre député, viens, on va sortir, on va s'expliquer, et que derrière, il est pas sanctionné. Alors. Si, il est sanctionné. Voilà. Oui, mais... Sanction numéro 2, un quart de son indemnité pendant un mois en moins. Mais c'est insupportable. Voilà. C'est insupportable. Ce qui gagnent ces gens, moi j'ai travaillé 45 ans, j'ai une retraite, je dirais correcte. Hein. Mais franchement, quand on voit ce qu'ils gagnent, et le bordel qu'ils nous font, c'est honteux. C'est honteux. Moi, je ne crois plus en la politique, c'est fini. Mais le pire, Catherine, c'est que ces personnes ont été élues, et parfois, pour certaines, dès le premier tour. C'est ça qui est incroyable. Thomas Porte, il a été réélu, il avait mis son pied sur l'effigie d'Olivier Dussopt, le ballon, il avait été exclu, c'était avant la dissolution, il a été réélu malgré tout cela. Voilà. C'est triste. Hein. Je vous dis que c'est triste. Hein. Mais moi, vous vous rendez compte qu'un triple fichier S a été élu? Non mais franchement, est-ce que ce serait arrivé ça il y a 20 ans? Non mais un triple fichier S qui est élu député. Non mais franchement, les mecs, moi excusez-moi, rien que ça pour moi déjà, t'as tout dit. T'as tout dit. Mais c'est pas de la. Moi, je suis désolé, mais c'est pas de la faute de la France insoumise, pas seulement. Alors certes, ils ont fait le choix de l'investir. Les électeurs auraient pu faire le choix de pas les lire. Bien sûr. Il a été élu. Vous savez, c'est comme il faut être cohérent. Après, il y a eu cette alliance et il y a eu ce. Mais là, il n'y avait pas de désistement dans sa circonscription. Oui, je sais, mais bon, après, il y en a qui ont été élus aussi avec cette magouille qui a été faite entre les deux tours. Et moi, je vous dis, tous ceux qui ont fait l'alliance avec la France insoumise, je peux vous dire, je les attends en 2027. On verra, on les attendera en 2027 et intéressant. Même avant. Et tous ceux. Mais les électeurs sont responsables du bulletin qu'ils mettent dans l'urne. Et tous ceux qui ont appelé à dire il faut voter France Insoumise, on le sait, le soir du premier tour. Ça, eux aussi, on les oubliera pas, vous inquiétez pas. Vous pensez à un ancien Premier ministre? Je pense à un ancien Premier ministre. Alors déjà, il appelle le soir du premier tour, il appelle au désistement et ensuite il va sur il choisit bien la radio pour le faire. Il va sur France Inter pour évidemment parler à cet électorat particulier là et dire il faut voter LFI face au Rassemblement National. Moi, je vais vous dire, ce front républicain là qui nous ont bassinés avec leur front républicain, excusez-moi. Moi, le LFI, pour moi, ne fait pas partie du Front républicain. Je suis désolé. Je suis désolé. On peut même se demander s'il ne faut pas un Front républicain contre la France insoumise. Bien sûr, oui, mais aujourd'hui, qui met le chaos? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui la bordélisation, l'intimidation? Même sur mon plateau, ils sont venus mettre le chaos et le bordel. Ouais, mais je vous le dis, je utilise les mots. Louis Boyard. Et moi, comme je le dis à chaque fois, moi, j'ai jamais eu de problème avec personne. Le seul avec qui j'ai eu un problème, c'est Louis Boyard. Mais Louis Boyard, il a des problèmes avec tout le monde. Et la France Insoumise a des problèmes avec tout le monde. Réélu aussi, vous vous rendez compte? Réélu. Et Loïc Signor, qui était du groupe Ensemble, bien entendu, en face de lui, c'est maintenu. Non mais franchement. Pour faire battre le candidat ciotiste. Non mais vous vous rendez compte ou pas? Non mais franchement, Loïc Signor qu'on a reçu ici, non mais c'est... Et moi, je vais vous dire, alors je vous dis tout, je lui avais envoyé un message, d'ailleurs, je lui ai dit, bravo, c'est bien de faire élire Louis Boyard. Il me dit, non, mais de toute façon, même si je m'étais désisté, il aurait été élu. Je dis, oui, mais bon, t'aurais mieux fait de l'essayer. Bien sûr, mais c'est incroyable. Non mais les mecs, vous vous rendez compte ou pas? Ça c'est des mecs, j'espère les revoir sur mon plateau. J'aimerais bien l'inviter, lui dire, c'est ce que je pense. Je suis pas sûr qu'un électeur macroniste ait envie de voter pour Louis Boyard. Parce que s'il n'était pas là, est-ce que l'électeur macroniste aurait voté Louis Boyard plutôt qu'un... En plus, c'était même pas Rassemblement National, c'était Éric Ciotti. Franchement... Ouais, mais ces personnes-là, elles auront des comptes à rendre. Vous inquiétez pas, vous savez, les Français, ils sont très intelligents, ils ont une très bonne mémoire. Et vous verrez, je vous le dis, vous verrez parce que c'est insupportable cette alliance qui a été vraiment pour moi, et François Hollande aussi. Maintenant, alors François Hollande, il fracasse partout là et la France insoumise. Il est allé s'allier avec eux pour devenir député. Et maintenant, dès qu'il fait une émission, non mais la France insoumise c'est insupportable. Mélenchon. Mais il se fiche de nous. Excusez-moi, il se fiche de nous. Cyril, vous vous souvenez je me souviens très bien, quand François Hollande rejoint
le nouveau Front Populaire. Ça tombe, on est en direct dans Touche pas à mon poste. Mais tout le monde est surpris. Personne n'avait imaginé un instant que François Hollande pouvait aller pactiser avec la France Insoumise. C'est une honte. Et maintenant qu'il a été élu, non, la France Insoumise, il faut pas leur parler. C'est toujours pareil. Et quand il faudra refaire une alliance, bien sûr, il la refera. Voilà. Bien sûr, merci Catherine d'avoir été avec nous. Bon, vous avez vu, on est énervé. On est énervé, Catherine. Bon, merci quand même. Non, il faut pas. Mais la France est dans une mauvaise posture. Ça fait peur quand même. Exactement. Ça fait peur pour nos jeunes. Ça fait peur pour l'avenir. Bon, je vous fais des gros bisous, Catherine, et on vous aime fort. Moi aussi, merci d'avoir été avec nous. Allez, je vous fais des gros bisous. Vous êtes un amour. On se retrouve dans un instant. On parle de Pierre Palmade. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1, 17h32. Et là, je viens de me dire un truc. On a complètement oublié Fabien Lecoeuvre. Mais non. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais lui-même, il avait oublié sa chronique. Je crois que je l'avais fait. En plus, c'est con parce qu'il voulait parler. C'est con parce qu'il voulait parler de la chienne de Charles III. C'est pas grave, vous en parlerez mais il va pas le faire du coup. ultérieurement. Ultérieurement quand même. Ouais. Puis de toute façon, là, on ce doit qui lui passer. est arrivé, c'est définitif. Donc en même temps. Elle est morte. Non, mais ce qui m'intrigue, c'est qu'il pensait quand même l'avoir faite. C'est quand même fou. C'est-à-dire qu'il se souvient même pas s'il l'a fait ou pas. Pour les auditeurs de Europe 1 qui nous rejoignent, après on va passer à le roi, il est triste en ce moment, Charles III, parce qu'il avait Charles III. Il avait une chienne qui était adorable. Il l'avait depuis une quinzaine d'années. Et il est triste parce qu'elle est morte là il y a 2 jours. Beth. B-E-T-H. Beth, si vous voulez. Comme discipliné. Très bien. Non, mais surtout, elle adorait parce que le matin, elle le rejoignait dans le lit et souvent, elle lui reniflait le visage. Et ça lui apporte. Le mec de Benaïm fait pareil. Mais écoutez un peu. Non, mais enfin, les révérences, elles vont aussi dans ce sens, en fait. Et alors, le roi ne se lève pas. Je fais la même chose avec Benaïm. Il se met sur le lit, il lui renifle le visage. Je n'ai rien dit. Par contre, ça fait bien longtemps qu'il a pas remis la queue. Non, mais attendez. Enfin, on est sur une antenne sérieuse. On dit pas des choses pareilles. Mais enfin. Donc, c'était le grand plaisir du roi parce qu'il se levait pas tant qu'il a son Bête lui avait pas reniflé un peu le visage. Qui vous raconte ça, enfin? Mais j'ai des correspondants. Attendez. Des correspondants qui vous racontent que le roi ne se lève que si on lui renifle le visage. Et vous verrez que d'ici quelques jours, ce sera dans la presse. Vous verrez. Eh oui, parce que c'est son grand truc le matin, c'est de se faire renifler. Moi, je quitte cette émission. Qui aime bien se faire renifler le matin? Non, c'est peut-être qu'il y a pour les auditeurs d'Europe 1 qui aiment bien se faire renifler le matin. Personne. Merci en tout cas Fabien Lecoeuvre. Vous voyez, c'était court mais efficace. On aurait eu tort de s'en priver. Ça me rappelle quelqu'un. Merci. Allez, on va parler de Pierre Palmade. Pierre Palmade. Alors, on va rappeler déjà l'affaire Pierre Palmade avec Valérie Benaïm qui a travaillé d'arrache-pied ce matin pendant qu'elle se faisait lécher le visage. Renifler, oui, c'est vrai. Renifler. C'est pas pareil, il n'y a pas d'eau. Rappelons les faits qui sont quand même assez terribles. Nous sommes le vendredi 10 février 2023. Pierre Palmade faisait la fête en continu depuis 3 jours dans sa maison de campagne de Célie-en-Bière. Il alternait les injections de 3-MMC, vous savez, cette drogue de synthèse, et puis de la cocaïne. Et puis, à la tombée de la nuit, avec 2 amis, ils prennent la route. Le chemsex. Exactement, pour pratiquer cette pratique sexuelle. Voilà. Personne connaît ça ici, comme personne connaît. Non, mais je rigole. À Pau, on n'est pas très... 3 jours. Non, mais je crois d'ailleurs que... 3 jours à Pau. On a 10 jours ensemble. Non, mais vous jamais chemsex? Non. Franchement. Pourquoi vous... Non. Je sais pas, je vous voyais bien là-dedans. Non, mais prenez quelqu'un d'autre. Non, merci. Non, mais vous n'avez jamais pratiqué de chemsex. C'est quoi le chemsex? Si. Oui, c'est des produits qu'on injecte pour décupler en tout cas l'orgasme ou le plaisir en tout cas. Voilà. Mais pendant 3 jours. Non, pas pendant 3 jours. On fait juste une injection. Oui, parce que si t'en fais pendant 3 jours, tu vas te retrouver. Non, mais là, en l'occurrence, il y avait une alternance entre des injections de ce produit et de la cocaïne et l'alcool, etc. Donc tout ça, c'est pas bon ménage. Évidemment pas bon ménage. Donc à la tombée de la nuit, avec 2 amis, Pierre Palmade prend la route et sur la route, malheureusement, il va dévier de sa trajectoire, il va percuter une voiture, il fera 3 blessés graves d'une même famille, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, sa belle-sœur de 27 ans qui va perdre le bébé qu'elle attendait. Et puis on oublie aussi de le dire, il y avait une 3e voiture avec un monsieur de 87 ans à bord de la voiture. Voilà. Et aujourd'hui se tient donc le procès. Comment il va le monsieur de 87 ans? Le monsieur est venu aujourd'hui témoigner à la barre. D'accord, très bien. Alors, une petite info quand même.
la jeune femme qui avait perdu son bébé, apparemment, est retombée enceinte depuis. Elle a accouché d'une petite fille et elle raconte aussi à la barre qu'elle est suivie évidemment par une psychiatre et que cette grossesse a été extrêmement difficile pour elle, évidemment. Très bien. Alors, on va parler de Pierre Palmade dans un instant. Vous savez que vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, Pierre Palmade? Même vous, Gauthier Lebray, vous connaissez Pierre Palmade, bien entendu. Ah bah évidemment, moi j'ai regardé évidemment les 2 spectacles qu'il avait fait avec Michel Larocque et coécrit avec Muriel Robin. C'est complètement culte. Une fois qu'on a dit ça, compliqué, hein, compliqué. J'étais sur le plateau avec Jean-Marie Bigard qui ne lâche pas son ami Pierre Palmade, bravo. Contrairement à Muriel Robin. Bravo Jean-Marie. Oui. Ouais. Je comprends les deux, moi, dans cette affaire. Je comprends que Jean-Marie Bigard ne lâche pas son pote et explique que je lâcherai pas mon pote, c'est mon ami pour la vie. Et je comprends Muriel Robin parce que si j'en crois la presse People, elle a aidé longtemps Pierre Palmade à se sortir de cela et elle n'a pas réussi. Et donc elle a un peu lâché. Un peu d'échec, quoi. Voilà, en se disant là, c'est allé trop loin. Donc la justice tranchera. Ça a commencé aujourd'hui. On verra ce que dit la justice. Il n'y aura pas de clémence pour Pierre Palmade parce qu'il est Pierre Palmade. Donc c'est à suivre. Mais c'est compliqué de se prononcer. Après, évidemment, sur le papier, ça appelle à une peine de prison. Hein, si on est il risque 14 ans. Il risque 14 ans de prison. Il risque 14 ans de prison. Maître Mourad Batik, qui est l'avocat des parties civiles, lui voulait il a à nouveau demandé à ce qu'il y ait une jurisprudence et il a redemandé qu'il soit jugé Pierre Palmade pour homicide involontaire. Et à la fois l'avocate de Pierre Palmade, mais aussi surtout, ce qui était le plus important, la procureure, s'est opposée à la demande en se basant sur le droit, en disant que le droit fait que ça ne sera pas un homicide involontaire. Alors on en parle dans un instant sur Europe 1, il est 17h38, vous nous appelez pour réagir à Pierre Palmade, 01 80 20 39 21. On va prendre beaucoup d'auditeurs en ligne et puis j'ai envie d'avoir l'avis de Fabien Lecoeuvre qui le connaît très très bien quand même. Hein. Il connaît tout le monde. Hein. Ah oui. Fabien Lecoeuvre, attendez, c'est un ponte. Comme j'ai dit, hein, il y a Fabrice Dividio, c'est le pont. 17h39 sur Europe 1. Merci à tous les auditeurs d'Europe 1 de nous suivre entre 16h et 18h, bien entendu. Dans On marche sur la tête, on est très heureux de partager toutes nos idées avec vous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'affaire Pierre Palmade, puisque le procès a lieu actuellement. Et il y a énormément d'auditeurs qui veulent donner leur avis, bien entendu, sur ce drame. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. D'Artigol. Je trouve qu'on a peu parlé des victimes. Et le procès permet d'en parler, comment vont-elles, comment elles ont pu se reconstruire, et ça pose un statut. Justement, Valérie Benaïm a des infos. Alors, ils sont venus témoigner les uns et les autres, évidemment. Regardez-là, et franchement, prenez du plaisir. Non mais c'est vrai, voilà, merci Benaïm. Le papa de la famille a expliqué à la barre qu'il n'a toujours pas repris le travail. Il dit qu'il n'arrive plus, ne serait-ce qu'à porter son enfant, parce que c'est trop douloureux pour lui. Et son fils, il raconte que son fils a toujours des difficultés à parler. Je rappelle que le petit garçon a 6 ans et qu'il y a toujours des séquelles. Il a terminé son témoignage en disant « Je fais confiance à la justice ». C'est ce qu'a dit aussi la maman, la jeune femme qui était enceinte de 6 mois, Mila, qui a perdu son bébé. Elle confie « Je me souviens de voir des phares arriver en face et d'avoir été frappée de manière très forte du côté droit ». Elle était en larmes pendant son témoignage et elle aussi termine en disant « Je crois en la justice française ». Et Pierre Palmade, lui... Alors on en parlera tout à l'heure, Pierre Palmade. Fabien Lecoeuvre. Ouais, alors ça s'est passé il y a 21 mois. C'était le fameux 10 février 2023, ce fameux drame. Depuis, Pierre Palmade, c'est sa sœur, ça a été peut-être son premier soutien, qui habite Bordeaux, sa sœur. Elle a témoigné aussi, sa sœur. Elle a témoigné, j'imagine, en sa faveur. Mais surtout, il a vendu la fameuse propriété de Célie-en-Bière, où il vivait, où il avait acheté cette propriété. Il l'a vendue, il a racheté une autre maison à Bordeaux, à côté de chez sa sœur. Il est très mal. Alors, parce qu'il fait des stages aujourd'hui aux Narcotiques Anonymes, depuis pratiquement 8 mois, et ça lui réussit bien, apparemment, ces stages. Il est mal, moi qui le connais un peu, qui comme travaille un peu avec lui, je pense qu'il est très très mal, parce que c'est un garçon. Vous savez, quand on écrit ce qu'il a écrit, il a une sensibilité très aiguisée, et sincèrement, je pense qu'il est très très mal, parce que il aime les gens. Quand on fait rire comme ça sur scène, on aime les gens. Je pense qu'il est pris entre son addiction, qui a un peu passé aujourd'hui, on l'espère. Depuis 17 mois, il l'a dit à la barre, depuis 17 mois, il est abstinent. Absolument. Mais, et puis finalement, l'amour qu'il a pour les gens, pour le public, il veut faire ça depuis qu'il est enfant, enfin, etc. Et moi qui le connais un peu, je pense qu'il est très mal. Moi, j'ai toujours craint qu'il mette sa vie en danger, parce que je pense qu'il va peut-être vouloir en finir, s'il peut plus exercer son métier, s'il peut plus. Alors, il se fait soigner pour ça, évidemment, mais il faut quand même en parler. Alors, il a dit qu'il n'avait plus envie. Mais s'il l'a plus, c'est qu'il l'a eu. Exactement, oui, voilà. Donc, c'est important de le rappeler. Il dit, avant l'accident, j'avais perdu le goût de la vie. Christiane est avec nous. Christiane est avec nous sur Europe 1. Merci, Christiane. Oui. Bonjour, Christiane. Bonjour, monsieur. Et bonjour à votre sympathique équipe. Alors, pas tous, Christiane.
On va pas se raconter d'histoire. Vous savez, mon chouchou, c'est Raymond, il n'y a pas de problème. Je le retrouve tout à l'heure. On vous entend très mal, Christiane. Est-ce qu'on peut vous rappeler on va vous reprendre dans 2 secondes. Comme ça, regardez, ça va mieux? C'est mieux. Ça va mieux, là? C'est pas fou non plus. On va vous rappeler dans un instant, Christiane. Ils vont vous rappeler là tout de suite, les amis de la régie. Vous nous appelez, vous continuez à nous appeler, vous 01 80 20 39 21 sur Europe 1 pour parler de Pierre Palmade. On a François de Deauville. Bonjour François. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous François sur Europe 1. C'est la première fois que vous nous appelez? Oui, exactement. Bah oui, je le vois tout de suite parce que François de Deauville, ça me dit rien. Ah bon, ça viendra. Merci d'être avec nous François. François, vous nous écoutez souvent sur Europe 1? Oui, exactement. Oui. Merci beaucoup François. Donc voilà, c'est un fait divers très tragique, naturellement. Ça ne remplacera jamais ce qui a été fait, ce qui a été cassé, ce qui a été déchiré, naturellement. Mais ça ne sert à rien de vouloir, vous savez, faire justice en disant si, ça, comme s'il fallait l'écarteler sur la place publique. Ça ne sert à rien. Ce monsieur-là qui a fait ça, il est très intelligent, monsieur Palmade. Il sait même plus où se mettre maintenant. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et là, s'il était dans l'alcool, dans la drogue, comme vous avez dit, vous avez bien résumé la situation, je pense que on ne prend pas le volant, même si on a la drogue et l'alcool, on ne prend pas le volant pour aller que quelqu'un. C'est pas vrai. Vous voyez ce que je vais vous dire? On est d'accord. Et c'est un étourdissement de choses, c'est-à-dire qu'il était attiré par ça, il a eu du mal à s'en dégager. Mais je suis pas là pour le défendre parce que je défendrai plus les victimes. Bien sûr. Vous dire, parce que c'est une chose qui est atroce. Moi, ce que je souhaite un peu, vous savez, c'est que M. Palmade fasse dans les années qui suivent un réconfort à ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Bien sûr, je comprends tout à fait. Bien sûr, François. Ça ne ramènera jamais ce qui était avant normal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut pas l'écarteler sur la place publique. Moi, je vais vous dire, François, j'aime votre idée. Moi, j'aime l'idée d'un Pierre Palmade. Je vous dis franchement, vous avez vu, on a parlé hier de travaux d'intérêt général pour cet idiot qui avait menacé un proviseur d'établissement et qui lui avait dit il faut le brûler ou je sais pas quoi. Mais moi, ce que j'aime dans votre idée, François, c'est cette histoire plutôt d'aider d'autres personnes. Et Pierre Palmade, s'il pouvait témoigner, et justement, ça serait intéressant, ça aussi. Vous voyez, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'il fasse un petit peu le tour, fasse de la prévention et qu'il dise, voilà moi où j'étais, et regardez où je suis aujourd'hui, à cause de mes addictions. Ça, je trouve, François, que c'est une bonne idée. Je suis assez d'accord avec vous. Et puis même la famille qui l'a mis dans cet état-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un monde intelligent quand même. Ils sont quand même, ces gens-là qui sont en face. Et c'est vrai qu'ils ont une douleur approfondie. Ils ont la douleur dans eux. Mais un jour ou l'autre, vous savez, on dit ce monsieur, il a fait ce truc-là irréparable, si on veut dire. Mais il pourrait apporter quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, sans leur tourner le dos, sans les ignorer, vous voyez ce que je veux dire. Il a demandé pardon à la barre. Voilà, c'est un truc, il n'y a plus que là-dessus qu'on peut se pencher, parce que le mal est fait, il est trop tard de serrer les fesses quand on l'a fait dans le pantalon, excusez-moi de l'expression, mais quand c'est fait, c'est fait. François, je vais la reprendre, ça là, François. Excusez-moi François, mais là, je m'attendais pas à ça. C'est fait. Elle est trop tard. Imagée. Ah oui, elle est imagée. Il est trop tard de serrer la fesse quand on l'a fait dans le pantalon. Je la garde, ça, là. François, je vais la dire. Je l'ai dit ce soir en télé. C'est sûr. Vous allez la dire plusieurs fois. Par cœur, c'est sûr. Merci. Je vous écouterai ne serait-ce que pour ça. Merci François. Voilà. Je vous embrasse François et merci de votre. Non, mais je souhaite naturellement un grand bonheur à la famille qui a été touchée, parce que c'est là-dessus pour Monsieur Palmade, c'est un homme super intelligent et il doit être aussi malade que ces gens-là qu'il a rendu comme ça. Oui, c'est sûr. Alors, il ne faut pas faire de victimes, il faut essayer de sauver la boutique maintenant. Il faut que M. Palmade, c'est vrai, on a du mal à se mettre à la place de ces gens-là, mais ça serait idiot qu'il y arriverait un drame de son côté à lui maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait il faut tout. Bon, on ne dira pas que ça va finir comme il faut, c'est pas vrai, le mal il est fait, il est irréparable. Mais c'est-à-dire il faut une ressource de maintien dans la vie à M. Palmade et puis un réconfort à la famille qui a été touchée. C'est là-dessus qu'il faut parler. C'est là-dessus qu'il faut engager le système, parce qu'ils ont besoin de réconfort. Et M. Palmade, indirectement, on sait qu'il est à la meilleure place, il n'a rien eu, d'accord, mais cérébralement, il est touché à fond, ce monsieur, c'est d'office. On ne fait pas des choses comme ça sans avoir un truc dramatique dans sa tête et puis qui est répété tous les jours. D'ailleurs, on peut pas
s'endormir sans y penser des fois. Merci François d'avoir été avec nous et merci pour vos expressions. Merci beaucoup François, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous sur Europe. J'écouterai l'expression. Bien sûr, avec plaisir. Merci François d'avoir été avec nous. On a Céline, très vite Céline, vous pouvez continuer à nous appeler 01 80 20 39 21. J'aimerais bien qu'on ait Roland aussi tout à l'heure. Céline est avec nous, Céline d'Occitanie. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci de nous appeler Céline. Et j'aimerais bien avoir votre témoignage, parce qu'il est important pour nous sur Europe 1 concernant l'affaire Palmade. En fait, ça fait 2-3 jours, ça fait même des mois qu'on en entend parler. Et là, je fulmine même quand j'entends votre auditeur précédent qui dit que Palmade est un homme intelligent. Et moi, un homme intelligent, pour moi, l'intelligence, c'est de ne pas prendre la voiture quand on est dans cet état. Moi, je vous cache pas que j'ai perdu ma mère, ça va faire 12 ans, que je vis différemment. Alors, à la suite d'un accident de voiture, votre maman, et c'était un ambulancier en état d'ébriété. Il était sous cannabis aussi. Cannabis, voilà, il a brûlé le feu rouge et il était en excès de vitesse. Donc, il avait 4. Pour moi, c'est un meurtre à ce niveau-là. Bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Je me bats pour que, depuis 12 ans, pour qu'en fait, je pense qu'un accident, ça peut tous nous arriver, une fatigue, un anniversaire. Mais quand on cumule autant de circonstances atténuantes, pour moi, c'est moi qui ai plaidé. Je suis pas avocate du tout. J'ai voulu plaider pour ma mère. J'ai passé des années à travailler sur le sujet. Et pour moi, à partir de 2 ou 3 circonstances atténuantes, c'est un meurtre. Moi, c'est comme s'il avait pris une arme et qu'il avait tiré sur ma mère. Je suis assez d'accord avec vous, Céline. Et moi, ma mère a pris perpétuité, pour vous dire, puisqu'elle est morte au bout d'1 heure, dans d'atroces souffrances. Et lui, il a pris, j'ai réussi par miracle, en première instance, l'avocate que j'avais pris, il avait pris 2 ans, donc rien, parce qu'il faut savoir dans la justice que si vous prenez moins de 2 ans, vous n'avez absolument rien. Oui. Et j'ai réussi il a miraculeusement fait appel, parce que vous savez qu'il n'y a que les coupables qui peuvent faire appel, pas les victimes. Il a eu l'intelligence de faire appel, et c'est moi qui donc ai représenté ma mère, et il a pris 3 ans. Ce qui est un miracle, je vous le dis, dans la justice, c'est un miracle. Un accident mortel, moi qui ai travaillé les gens ne prennent jamais de prison. Et moi, je vous le dis d'ores et déjà, je pourrais vous rappeler peut-être dans quelques semaines, Palmade ne prendra pas de prison. Moi aussi, je pense aussi. Il ne prendra pas de prison. Je suis d'accord avec vous, moi. À l'heure d'aujourd'hui, on peut tuer, je vous assure, on peut tuer sans aucun problème sur la route. Tant qu'il n'y aura pas un changement de la loi, je suis admirative devant Monsieur Alieno qui a perdu son fils et qui essaye de faire changer la loi. Moi, ça fait 12 ans, à mes propres moyens, qui fait des photocopies pour essayer de faire quelque chose. Moi, tous les jours, je me lève en me disant qu'il faut que j'essaye de continuer de vivre parce que j'ai perdu ma mère. Et lui, il n'a rien fait. Il a fait 1 an de prison et c'est un miracle. Et je voulais juste revenir sur quelque chose qui est passé dans votre émission et qui m'a fait bondir sur ma chaise. J'adore Monsieur Bigard. Je suis fan. Et samedi ou dimanche, quand il est venu sur votre antenne, en fait, il est venu dire qu'il fallait que Madame Muriel Robin devait le laisser faire parce qu'il a plus de sous et qu'il faut indemniser les victimes. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est que Palmade ne paiera absolument rien. C'est les assurances qui payent dans ces cas-là. Moi, le meurtrier, moi j'appelle ça un meurtrier de ma mère, c'est les assurances qui prennent le relais. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour Monsieur Palmade. Il a une assurance, hélas, et c'est les assurances qui payent. Donc, c'est pas la peine de pleurer sur lui et sur son sort. S'il a plus rien, moi, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien fait. Mais qu'il ne s'inquiète pas, les victimes vont être indemnisées. Parce que les victimes sont indemnisées par les assureurs et pas par Monsieur Palmade. Donc, on arrête de nous faire pleurer. Et Monsieur Bigard, il se trompe. C'est pas en donnant, ça renflouera juste les caisses de Monsieur Palmade, mais qu'on ne s'inquiète pas pour les victimes. C'est tout ce que je voulais dire. Céline, merci pour votre témoignage très très fort. Merci pour vos mots sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous envoie beaucoup de force en tout cas, Céline. Merci à vous. Je vous fais énormément de bisous. Je vous fais énormément de bisous et on est là. Si vous voulez nous appeler, on est toujours là 16h 18h. Même si vous voulez nous parler sur Europe 1 sur d'autres sujets, vous êtes là. On est là. Merci Céline d'avoir été avec nous. Je voulais remercier Christiane. On n'a pas pu la reprendre, mais Christiane on va la prendre sur un autre sujet demain. Il y a Roland aussi
remercie de Saint-Etienne. Malheureusement, Christiane, on lui fait un gros bisou parce qu'on l'entendait mal. On va la reprendre demain sur un autre sujet, bien entendu. Je voudrais remercier Gauthier Lebray, je voudrais remercier Olivier D'Artigol, je voudrais remercier Valérie Benaïm et je voudrais remercier l'immense Fabien Lecoeur. On se retrouve demain sur Europe 1, 16h, 18h, bien entendu. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1 avec Pushline. Allez, punchline. Allez, merci à tous.